Salut tout le monde, conférence de salon épisode 10, aujourd'hui consacré à mon sujet de thèse. Il était temps, me direz-vous, j'aurais peut-être pu faire ça avant. Et ben voilà. Au passage, changement de format, je vais faire ça avec le moins de notes possible cette fois-ci, histoire de voir comment ça rend. Alors, ma thèse s'intitule, sous la direction d'ailleurs de Gérard Bensusan, ma thèse s'intitule Kierkegaard, Stirner, Sade, individu et solipsisme. Alors vous me direz, pourquoi, première difficulté, pourquoi associer trois auteurs qui a priori n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres? Je vais vous les présenter, j'approfondirai petit à petit. Premier auteur, Søren Kierkegaard, le plus grand philosophe danois répertorié par l'histoire de la philosophie occidentale classique. Alors, Kierkegaard, première partie du XIXe siècle, naît en 1806 et décède en 1855. Les étiquettes qu'on lui attribue habituellement sont père fondateur de l'existentialisme, mais attention, pas de l'existentialisme athée, de l'existentialisme chrétien, d'autant que le terme d'existentialisme lui-même n'apparaît même pas dans l'œuvre du Danois. Il préfère se qualifier de philosophe, écrivain, auteur à la pensée existentielle. Alors il faut bien distinguer chez Kierkegaard deux éléments. Le premier est d'ordre biographique et le deuxième, strictement, sa production littéraire. Parce que, d'un côté, il écrit son journal, qui comprend de nombreuses milliers de pages et un volume assez impressionnant, et de l'autre, à peu près, son répertorie, 6000 pages d'écrits en tout genre, philosophiques, théologiques, du roman. On est à la croisée des genres. Et lui-même ne voulait être ni philosophe, ni purement théologien, ni vraiment reconnu comme croyant, il se disait simplement poète du religieux. Alors, dans sa vie, de nombreux éléments influencent l'œuvre philosophique, et on a toujours l'impression que c'est enchevêtré. Dans son biographique, on a évidemment du philosophique, du religieux, de l'existentiel. En résumé, la meilleure manière de comprendre l'ensemble de l'œuvre, c'est de tout lire, absolument tout, pour mieux y revenir. L'autre problème posé par ce type de philosophie, c'est qu'elle n'est pas systémique ou systématique, du moins en apparence au début, puisqu'on se rend très vite compte que si la connaissance par concept évolue au XIXe siècle et n'est plus figée, n'est plus uniquement dans le begriff de la philosophie idéaliste allemande, on a toujours un contenu, mais qui peut être variable. Les concepts relatifs à l'existence ne sont pas figés. Ainsi, on a des expressions différentes pour désigner la même chose, ou bien des concepts avec des extensions très différentes selon la situation. Très bien. Alors, deux épisodes marquants de la vie de Kierkegaard, qui a eu une éducation rigoriste. Il est élevé par les pères moraves. Son père, très proche de lui fait vivre des Robinsonades, c'est-à-dire qu'il est seul dans sa chambre, etc., etc. Il lit des romans classiques et il va se prendre pour ses héros et se mettre en situation dans son imaginaire. Preuve en est, ça stimule très bien à la fois l'intelligence et la créativité du jeune Søren Kierkegaard. Le problème, c'est que ses frères et sœurs, ils sont 7 au total, les 5 du milieu vont décéder dans des circonstances assez étranges, soit de maladie, soit d'accident. Il n'y aura que l'aîné qui va devenir évêque protestant haut chargé dans le clergé, et Søren qui sera donc le penseur existentiel. Et tout cela viendrait d'une malédiction familiale que son père lui aurait avouée pendant l'épisode du tremblement de terre. Son père a maudit Dieu et donc a transmis une malédiction à toute la famille. Et Søren pense donc qu'il sera condamné à mourir avant 33 ans, l'âge du Christ, qu'il sera sacrifié pour racheter les péchés de son père. Or, il décède à 42 ans, et tout ce qu'il trouvera à dire, c'est que finalement, ça n'aura été qu'un sursis acheté pour laver la faute paternelle. Deuxième chose très importante, Regine Olsen, sa fiancée, avec qui finalement l'histoire d'amour n'ira pas au bout, n'aboutira pas, et pourtant il l'a aimée comme un fou, et ultimement l'a sacrifiée pour pouvoir travailler, pour pouvoir écrire. On est au croisement entre la lâcheté et le génie littéraire, libre à chacun de juger, vous n'aurez qu'à vous renseigner. Deux autres éléments cruciaux chez Kierkegaard, le devenir individu, qui est transversal dans toute l'œuvre,
et la notion d'intériorité et de rapport à Dieu qui va tout conditionner. Alors vous me direz, l'individu, on comprend bien, on reprend cette catégorie protestante chez Luther qui est déjà là, le devenir individu, devenir protestant, toujours dans un processus de devenir de plus en plus homme à l'état de majorité et qui s'élève spirituellement. Mais pourquoi parler de solipsisme chez Kierkegaard? Eh bien, il en a été accusé par plusieurs caricatures, notamment dans Le Corsaire, un espèce de journal satirique canard enchaîné de l'époque, où il représente Kierkegaard au centre du monde, et où on lui reproche son austérité et sa philosophie de l'intériorité véritablement excessive. La question reste ouverte, beaucoup considèrent qu'il n'y a pas de solipsisme chez Kierkegaard, et pourtant, si on le lit d'une certaine manière, on se rend très vite compte que ce moi se rapportant à lui-même, dixit le traité du désespoir, est un moi clos, un moi fermé sur lui-même, qui, s'il tente de s'ouvrir à Dieu, ne le fait jamais que dans son intériorité. Bref, un moi qui serait catastrophique pour n'importe quel sociologue. Je m'arrête là pour Kierkegaard, j'attaque donc la suite, Max Stirner. Max Stirner, qui naît en 1806 et décède en 1856 à 50 ans, est un philosophe assez atypique, assez étrange, puisqu'il est à la fois compagnon de Marx, mais ne rencontre pas Kierkegaard, qui pourtant est à la même période où ils sont actifs, ne le rencontre pas à la faculté de Berlin. Max Stirner est aussi, alors ça, on peut discuter, le débat est grand, aussi un des pères fondateurs de l'existentialisme, mais cette fois-ci d'un existentialisme athée, qui n'est pas tout à fait athée. La question de l'athéisme de l'auteur n'est en fait pas pertinente. Il va s'intéresser, comme Marx, à la lutte des classes et au devenir libre. C'est pour ça qu'on le considère généralement comme le père fondateur des anarchistes individualistes de gauche. Alors attention, l'anarchie, ce n'est pas le chaos, l'anarchie, ce n'est pas ce qui est constamment dénoncé dans les médias comme quelque chose de non fonctionnel. L'anarchie, c'est simplement la société, mais sans une organisation verticale, sans un appareil étatique. Alors tout dépend, bien sûr, de la taille de la société concernée. Parenthèse refermée. Chez Stirner, la notion d'existence est cette fois-ci propre à chaque individu. En fait, ce qu'il propose, et c'est pour ça que je le taxe également de solipsisme, avec des répliques phénoménales comme « je suis mon propre fondement »,« je suis ma propre cause »,« au final, je suis mon propre moi souverain », mais porté à l'extrême. Et si je reprends ce terme de solipsisme vis-à-vis de l'auteur, c'est tout simplement parce qu'il propose à chacun de devenir individu en prenant son moi comme si c'était un récipient ou un réceptacle, en le posant devant soi et en disant « voilà de quoi je le remplis » et qui fait de moi un individu puissant, un individu infiniment puissant qui s'affirme comme unique. Je passe au dernier auteur, Donatien Alphonse François, alias Marquis de Sade. Voilà. Et le marquis naît en 1740 et meurt en 1814. Donc on voit que c'est un petit peu antérieur aux deux autres. Et pourtant, certains articles ont été écrits concernant l'hérédité entre Max Stirner et le marquis de Sade. Et il semblerait que Sade ait fait quelque chose d'intéressant en systématisant toute son œuvre, écrite donc en prison, écrite lorsqu'il est embastillé et lorsqu'il est en prison et chez les fous. Toute son œuvre est une espèce de synthèse anthropologique, une synthèse psychologique de la psyché d'un tueur en série tel qu'on les entend au terme actuel. Donc il y aurait aussi quelque chose d'intéressant à reprendre Sade en criminologie. Tous ces personnages sont en fait, ces fameux libertins ne sont pas à comprendre comme le libertinage aujourd'hui, mais à comprendre comme des individus qui se pensent souverains, qui rejettent Dieu, l'Église, les institutions, toute forme d'autorité au profit de l'individu. Et cet individu, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est moi. Le problème, c'est que Sade pousse la chose tellement loin que moi est mieux que le moi des autres. Il n'y a plus d'équité ou de respect dans la matière. Il n'y a que les libertins et leurs victimes et une gradation à établir. Il ne faut jamais agir que par intérêt, et si je fais du mal à autrui, tant mieux pour moi
tant pis pour lui, je l'ai fait parce que je savais que je n'allais pas être pris et que j'avais la puissance de le faire. On conçoit donc pourquoi Sade est ici solipsiste. Alors maintenant, à la question de l'association des trois auteurs, eh bien, je répondrai dans ma thèse en 3 mouvements, 3 grandes parties. Une consacrée à la psychologie, à la constitution d'un concept fort de solipsisme, d'individu et de solipsisme d'un point de vue psychologique. Puis, d'un point de vue politique, Sade n'étant pas, bien sûr, à considérer comme un anarchiste, mais tout de même, il y a les propos politiques de Sade que l'on retrouve très clairement dans la philosophie dans le boudoir. Et enfin, le dernier point, le dernier plan, le dernier mouvement qui sera d'ordre religieux. Qu'est-ce que ça veut dire être solipsiste face à Dieu? Très bien, je vous remercie, bonne journée à tous.